Party et Seven Mesh présentent Radio Bidon, une production du studio Balado La Flèche. Alors, comme prévu, sans doute, vous êtes déjà un peu à court de temps libre, même si on est confiné à la maison. On a quand même des jobs, des enfants, des blondes, d'autres loisirs. Des fois, c'est le fun de faire du sport aussi. Puis, il y a des courses de vélo à tous les jours. Des fois, il y en a plusieurs dans la même journée. On n'a pas le temps d'enregistrer des radios bidons tout le temps, mais on essaie d'en faire le plus souvent possible pour essayer de couvrir le mieux possible cette saison-là. Aujourd'hui, avec moi, David Desjardins, j'ai Emmanuel Moisan qui est à l'autre bout, lui chez eux tout seul évidemment parce qu'on suit les recommandations. Bonjour Emmanuel. Salut David. Et Charles Stigui qui lui aussi est du côté de Lac-Beauport à la maison. Alors les deux, Emmanuel est au Mont-Sainte-Anne, ces gens vivent dans des paradis. Moi je suis dans nos bureaux de La Flèche, donc à Québec, plate de même. Messieurs, il y a plein de sujets qu'on a au programme aujourd'hui. On va parler des championnats du monde qui ont eu lieu la semaine dernière. On va parler de la Flèche wallonne qui a eu lieu plus tôt cette semaine. On va parler du Giro qui commence samedi. Liège-Bastogne-Liège, la doyenne en fin de semaine aussi. Mais on va commencer en parlant de vélo de montagne. Ça va faire changement parce que il y avait la Coupe du monde à Nove Mesto qui était la première Coupe du monde de la saison. Dans cette saison qui est bouleversée pour tous les sports, pour à peu près tout. C'est vraiment bizarre. Hein? Même les playoffs de basket, mélangés. En tout cas, c'est vraiment une drôle d'année. Bref, on va commencer en parlant de ça. Emmanuel, toi, c'est ton dada, le vélo de montagne. C'est toi qui connais ça le mieux d'entre nous, je pense. Et tu as suivi ça, donc, cette première Coupe du Monde-là. Fais-nous revivre ça. Là. Comment ça s'est passé du côté des femmes et des hommes? Ouais, j'ai suivi ça avec quand même pas mal d'intérêt. C'était une Coupe du Monde programme double à Nove Mesto. Alors, il y a 2 fois là, les programmes de short track puis de distance olympique qui ont lieu. Au moment où on enregistre l'émission, il y a la première ronde de Coupe du Monde qui a eu lieu. Ouais. On est vendredi le 2 octobre en ce moment. On est vendredi le 2 octobre. Ouais. On peut dire que les cartes ont été bien brassées là, dans à peu près toutes les catégories. Il faisait un temps exécrable à Nove Mesto cette semaine, sauf pour la fin de la course élite homme où on a vu le soleil poindre. Mais on peut dire qu'il y a des résultats quand même assez intéressants. Un beau vent de jeunesse qui souffle. On a vu chez les hommes U23 la sensation du cyclocross britannique Tom Pidcock qui partait là, complètement en fond de grille, qui est allé gagner l'épreuve. Chez les U23, on a des beaux espoirs là, canadiens qu'on a vu bien performer au championnat du monde à Mont-Sainte-Anne l'année dernière. On pense à Sean Fincham qui a fini 5e, Carter Woods 9e, Quinton DiSera, le jeune frère de Peter, qui a fini 11e. Alors, il y a de la belle relève au niveau canadien à ce niveau-là. Chez les dames espoirs, U23 encore, la Lévisienne Marianne Théberge qui a pris une très, très belle 7e place. Ça, c'est de très, très bon augure aussi là, pour la suite des choses. Si on regarde au niveau des épreuves de short track, qui sont somme toute assez habituellement très spectaculaires, on a vu Eddie Richards aussi qui l'a emporté, sa première course chez les élites femmes. Elle l'a gagné devant Pauline Ferrand-Prévot et Loana Lecomte, une autre jeune Française. Les Canadiennes ont fini 17e pour Émilie Batty et Hayley Smith en 32e position. On poursuit au niveau du short track chez les hommes, une première victoire mexicaine dans l'histoire du mountain bike au niveau de la Coupe du Monde avec José Gerardo Ulloa, qui s'est pété la gueule dans la distance olympique par la suite, mais ça, c'est une autre histoire. Très, très, très belle performance de sa part, suivi de 2 Français, Victor Koretsky et Maxime Marotte. Les Canadiens Peter DiSera en 28e, Léandre Bouchard en 34e. Le format short track mérite vraiment d'être découvert. Hein? C'est des épreuves là, très, très courtes qui durent une vingtaine de minutes. C'est donc pratiquement un sprint là, du début à la fin. Et on voit régulièrement là, des athlètes qui ne sont pas nécessairement dans le haut des tableaux là, dans la distance olympique, mais qui vont réussir à s'imposer dans ce format-là. Alors, c'est souvent très spectaculaire et très intéressant là, à regarder. Puis, c'est moi, Manu, où les
les short tracks sont devenus un peu plus des mini-parcours de cross-country. On dirait que la première année, c'était l'année passée ou l'année d'avant, c'était vraiment une course de cyclocross en vélo de montagne. Là, on dirait que c'est vraiment un peu plus une courte course de vélo de montagne, moins technique évidemment. Oui, exactement. Les parcours se sont raffinés un peu, se sont adaptés un peu. On y voit là, des features là, très, très variés, comme un parcours de cross-country olympique, mais vraiment réduit sur une boucle là, qui fait peut-être 1,5 km qu'ils vont parcourir 7-8 fois. Là, ça finit tout le temps au sprint. Et c'est très, très spectaculaire. L'intérêt de ça aussi, c'est d'en faire un produit qui est télévisuellement super accessible. Là, ça dure pas longtemps. Tu peux regarder une course, ça dure 20 minutes. Bang, bang, merci, bonsoir. C'est quand même le fun là, comme type de format. Ouais. Tout à fait. Ça force tout le monde à être prêt dès le départ parce que ça détermine l'ordre de départ du cross-country olympique du lendemain ou du surlendemain. Ça fait que exactement. Non, c'est pas vilain. Non, ça a fait en sorte, là, justement, dans le short track, Nino Schurter, le grand champion, a eu une mauvaise course. Il a chuté, il s'est retrouvé en 20 ou, je sais pas trop, 25 ou 30e position, je me souviens pas trop, mais ce qui fait qu'au lendemain, dans la distance olympique, il partait en 4e rangée. Il partait d'assez loin, là, fait que ça devient nécessaire de performer dans le short track pour être bien positionné là, en cross-country. Les possibilités de dépassement en vélo de montagne ne sont pas infinies là, non plus. Là. Quand ça part, tu te retrouves loin. Là, c'est comme en cyclocross. Là, si tu es loin au premier tour, il n'y a pas grand chance que tu reviennes dans les tours subséquents, même si tu es fort comme Nino Schurter. Oui, mais dans son cas, ça lui a permis pas ça lui a permis, mais il est revenu jusqu'à la 4e position. Ça a été... il a grindé ça tout le long de la course. Ça, puis pour me faire mentir, Tom Pidcock est parti dans l'arrière puis il a gagné. Oui. Ça fait que... Exactement, ça peut arriver. Puis effectivement, ce que tu dis, Charles, ça a vraiment pimenté la course élite homme là, en distance olympique parce que il y avait la possibilité pour Nino Schurter d'égaler le record de victoire en Coupe du Monde de Julien Absalon. Alors, c'est un peu là, ce que tout le monde espérait là, de voir, mais la course ne s'est pas jouée comme ça. Il a fait une course remarquable pour remonter jusqu'en 4e place. Mais la vraie intrigue, là, c'est joué au niveau de Simon Andreasen, là, le Danois, qui a gagné sa première Coupe du Monde, puis qui a fait une course franchement culottée, là, on pourrait dire, à 2 tours de l'arrivée. Là, on le voyait refuser de prendre des relais, puis de vraiment ne pas hésiter à laisser revenir. Il se sentait visiblement très, très, très en forme. Il s'est dit, moi, je vais les régler au sprint. S'ils reviennent, c'est pas grave. J'ai pas le goût de donner un coup à ce stade-ci de la course. Alors, vraiment une tactique un peu inusitée, puis assez culottée là, de la part de ce jeune-là qui a été payante pour lui au bout du compte. Il s'est imposé devant Maxime Marotte et Milan Vader. Comme tu l'as dit, Charles, Nino Schurter a fini 4e. Les Canadiens, Léon Bouchard en 35e, Andrew L'Espérance en 59, Marc-André Fortier 60, Peter Dicera 70 et Raphaël Auclair 71. Alors, c'était une belle course aussi, mais la plus belle course de cross-country olympique s'est jouée chez les femmes, selon moi, avec la magnifique victoire de la toute jeune Loana Lecomte, la Française, qui s'est imposée devant Anne Terstra et Pauline Ferrand-Prévot. C'était là, du bonbon du début à la fin. Et la beauté de tout ça, c'est le vélo de montagne, c'est que les courses sont diffusées sur Red Bull TV et on peut aller facilement revoir les reprises. Je vous le conseille fortement. Surtout pour la course féminine, c'était un mode fest, là, un bain de boue absolu, mais très, très spectaculaire. Une belle, belle course. Oui, si vous avez une télé intelligente, Apple TV, un truc comme ça, vous pouvez télécharger l'application de Red Bull pour la regarder dans votre télévision. Sinon, c'est facilement accessible là, sur le site Internet de Red Bull. Les Canadiennes n'ont pas très bien fait. Là. Émilie Batty, 28e, Jennifer Jackson, 33e. Vas-y, Charles. En fait, j'allais dire que ce que j'ai trouvé, outre la belle victoire de Lecomte, c'est le fait que son titre de championne française n'aura pas été un hasard au travers de sa très jeune carrière. Elle a battu Pauline Ferrand-Prévot il y a quelques semaines. On s'est dit, ou en tout cas, moi, je me suis dit, c'est peut-être que Pauline Ferrand-Prévot n'est pas
au sommet de sa forme. Mais là, 2 semaines plus tard, pour donner un timing, elle vient rebattre Pauline Ferrand-Prévot, qui avait l'air super bien, calme, poker face pendant la course. Puis là, bang, elle quand même trouve le moyen de la rebattre 2 fois en ligne. C'est pas juste sur la route que les jeunes sont en train de faire un call-brass, ça se fait aussi en montagne. C'est le fun. Absolument. Peut-être, c'est certainement pas par manque de courses récemment qu'il y a de l'intérêt pour les courses de vélo de montagne, pour des bébites de vélo de route comme nous autres. Je parle de David et moi là, dans ce cas-ci, mais les courses de montagne sont mauditement intéressantes. Je redis que Red Bull, comme vous venez de dire, les gars, c'est une belle façon de voir le produit que ça donne. C'est facilement accessible, les connexions sont simples et sans frais. Il faut quand même le dire aussi. Ouais, on rêve d'un jour où un commanditaire prendra en main peut-être le cyclisme sur route, peut-être les grandes classiques ou quelque chose du genre pour l'offrir au public. Comme s'il s'agissait d'un contenu qui est payant pour sa marque, comme c'est le cas pour Red Bull. Ça fait des années là, que Red Bull fait ça là, avec le vélo de montagne. Puis, écoutez, moi, j'y vais. Puis en plus, on est happé parce qu'il y a plein d'autres films là-dedans. C'est assez efficace là, comme façon là, d'hameçonner là, le public. Là. Tu t'en vas là-dedans, puis là, tu regardes un bout d'une descente, là, tu reviens en arrière, tu vas voir d'autres vieilles courses. Après ça, il y a toutes sortes de vidéos, des reportages, d'autres sports aussi. Donc, c'est vraiment... Très riche en contenu. Ouais. Ah, vraiment. On prêche pour notre paroisse. Donc, on va parler des championnats mondiaux sur route ensuite parce que c'était la grosse bebelle, parce que ça a failli ne pas avoir lieu. On se souviendra, hein, c'était censé se tenir en Suisse. Les Suisses ont dit hors de chez nous, les possibilités de transmission du COVID, le bouillon de culture qui est le cyclisme sur route. Et c'est les Italiens, donc, qui ont repris le flambeau très, très rapidement, d'ailleurs. Puis on a vu beaucoup de journalistes et de coureurs saluer là, la qualité de l'organisation qui a été faite vraiment là, à la dernière minute à Imola. Donc, où se tient, je pense que c'est la semaine prochaine, la course de Formule 1. En tout cas, c'est vraiment bientôt. Donc, où se tient une course de Formule 1. C'est un circuit de Formule 1 très connu, évidemment. Si vous suivez, même si vous ne suivez pas ça comme moi, vous savez ce que c'est. Dans un décor magnifique, ceci étant dit. Mais on a vu des performances aussi absolument spectaculaires. Donc, pour commencer, peut-être parler justement du contre-la-montre féminin. Contre-la-montre féminin remporté par Anna van der Breggen. On peut dire que cette saison-ci, jusqu'à maintenant, là, c'est beaucoup la saison d'Anna van der Breggen. Donc, elle a remporté plusieurs courses. Là, en ce moment, là, vous avez peut-être sur route, 4-5 coureuses qui ont le potentiel de gagner à peu près n'importe quoi, là, comme c'est là, et qui le font ou qui sont à peu près, qui se partagent les marches du podium là, depuis un moment. Donc, Van der Breggen qui a écrasé la concurrence et qui, on peut le dire parce c'est comme vu que, et qui venait de remporter le Giro Rosa, même si, bon, elle l'a gagné parce qu'elle aimait que Van Vleuten s'est cassé le poignet. Mais elle a quand même gagné le Giro Rosa juste avant. Et puis, elle a gagné la course sur route par la suite. Donc, c'est vraiment un rare doublé. Hein. Ça faisait très longtemps là, que ce n'était pas arrivé. Un doublé contre la montre et course sur route. Et ce qui a fait qu'elle a aussi reconsidéré sa décision de prendre sa retraite parce qu'elle disait qu'après les championnats du monde, elle allait prendre sa retraite. Mais là, quand on a le maillot arc-en-ciel, il faut l'honorer. Et donc, c'est ce qu'elle fera pour encore une autre saison l'année prochaine. Est-ce qu'il y a des trucs là, par rapport à ça? Peut-être on peut passer contre la montre. Il y a Chloé Dygert qui est tombée. Ouais. Une vilaine chute à haute vitesse. Puis pour avoir lu les commentaires de son entraîneur, son entraîneuse, c'est vraiment une histoire de coming in hot, d'arriver trop vite dans une courbe puis de l'échapper. OK. Il n'y a pas eu de bris d'équipement. Là. Si vous n'avez pas vu les images, fiez-vous sur nous. C'est une belle grosse chute, pas besoin d'aller voir. Une lacération profonde à la cuisse gauche, probablement là, au muscle, le quad de la jambe gauche. Passer par-dessus le rempart et se retrouve dans les bosquets. Elle était en voie de remporter. Il faut le dire aussi. Van der Breggen s'est un peu glissé entre la blessure de
Van Vleuten au Giro Rosa, puis là, Dijkert était sur le point de remporter son deuxième titre de championne du monde au contre-la-montre. Bon, elle l'a gagné, c'est celle qui s'est rendue jusqu'au bout. C'est les règles du jeu. Le titre. Ouais. Ouais, c'est ça. La bonne nouvelle pour Dijkert, c'est qu'elle vient de recevoir son congé de l'hôpital, alors elle va pouvoir rentrer à la maison puis amorcer sa réhabilitation. Qu'on souhaite moins complexe que Taylor Phinney qui s'était planté un peu dans des circonstances semblables, une blessure, fracture du fémur, si ma mémoire est bonne, là, qui avait changé. Oui. Mais fémur, bassin, tu sais, c'était vraiment, là, c'était massacré. Là. C'est dur de ne pas établir des liens entre les deux chutes, là, mais... ou la chute de Van Vleuten aux Olympiques à Rio, mais en tout cas, on souhaite que tout se replace parce que Chloé Dijkert, il faut le dire, c'est un phénomène sur un vélo de contre-la-montre. C'est la seule personne qui, dans les 24 derniers mois, a réussi à donner l'impression que Van Vleuten n'était pas rapide sur un vélo. Ça fait qu'on veut la revoir en selle, on la sent motivée. Bref, à suivre. Ouais. Ceci dit, Van der Breggen, sur la course sur route, vu qu'on va faire les deux de front, a aussi fait un contre-la-montre parce qu'elle est partie avec 40 km à faire là, sur le circuit environ, puis elle a terminé seule. Donc, avec de l'aide là, de ses coéquipières pour la lancer. Là. Donc, Van Vleuten et Marianne Vos là, ont contribué à cette victoire-là. Mais on voit qu'elle est dans une forme extraordinaire et on en reparlera. On va encore en parler d'elle dans quelques minutes aussi. Chez les hommes, au contre-la-montre, Filippo Ganna. Donc, très, très belle performance aussi de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on a à dire, messieurs, par rapport aux différentes performances cette année? Est-ce que ça vous surprend la victoire de Ganna? Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont contre-performé, à votre avis? À mon sens, c'était assez attendu. Moi, ce que je retiens surtout du contre-la-montre, c'est la belle performance de Van Aert, évidemment, puis c'est le coup de semonce de Geraint Thomas. Là, je pense que tout le monde va être d'accord là-dessus. Là. Il s'annonce assez fort pour le Giro avec sa belle 4e place. Là. En effet. Giro dans lequel il y a 65 km de contre-la-montre divisé en trois étapes. C'est dur de ne pas le placer parmi les favoris. Pour reprendre ta question, David, Ganna, on l'attendait là. Ce qu'on a vu, c'est pendant un bref instant le retour de la domination d'Ineos Grenadier avec Ganna, avec Geraint Thomas, avec Rowan Dennis, exact. Qui est quand même pas très loin non plus. Là. Les trois sont au Giro. Les trois sont au Giro. Fait que pour la même équipe. Donc, d'après moi, là, ils risquent de gagner une ou deux étapes là, dans ces trois contre-la-montre individuelles là, du Giro. Ça se pourrait. On aura l'occasion de reparler du Giro, mais c'est quand même une drôle de saison, mais une drôle d'équipe à envoyer au Giro. Mm-hmm. On verra ce que ça dit. Pogačar au Tour de France nous a démontré que c'était possible de gagner un grand tour sans équipe. Peut-être que Geraint Thomas saura faire la même chose, mais bon. Peut-être même que ça va le servir. Ça se peut aussi. Là, peut-être. Ouais. Donc, ça, c'est ce qui s'est passé du côté du contre-la-montre. Et puis, du côté de la course sur route pour les mondiaux, pour finir avec les championnats du monde, c'est Alaphilippe, hein, quelle victoire quand même. Là, je ne sais pas combien de watts il poussait, mais on a vu à un moment donné à quelle vitesse il montait. Il était sur la plaque dans cette montée épouvantable là, qui avait l'air vraiment à pic, puis il attaque, puis il part. Tient pendant de nombreuses minutes là, ce petit écart là, de 10, 12, 15 secondes là, qui réussit à maintenir et qui finalement est un peu plus là, parce qu'à un moment donné, ses poursuivants abandonnent là, vers la fin puis se mettent à se regarder pour la deuxième puis la troisième place là, du podium. Mais vraiment une très, très belle victoire d'Alaphilippe. Un peu comme si on aime voir Alaphilippe, c'est parce qu'il court comme il le fait, là, au courage comme ça, puis debout un peu partout sur son bike. Là, c'était pas toujours élégant. C'est pas le coureur le plus élégant non plus. Mais vraiment une très belle victoire là, avec beaucoup de panache, là, comme on aime. Est-ce que
est-ce qu'Alaphilippe se préservait pendant le Tour en prévision de ça? Il disait que c'était la plus belle victoire de sa vie, très, très ému. Hein? Son père est mort pas longtemps avant le Tour. Donc, ça a été une année assez difficile pour lui. Mais là, champion du monde pour la première fois en France depuis la fin des années 90. Je me souviens pas de l'année exacte. Donc, qui ramène le maillot arc-en-ciel en hexagone. Comme disent les Chinois, vos key takeaways, qu'est-ce que vous avez retenu de cette course chez les hommes? Ben, Alaphilippe a refait un peu ce qu'il avait fait à la deuxième étape du Tour de France, c'est-à-dire il y a une pancarte grosse comme ça, accrochée dans le dos, qui dit « Dans la dernière difficulté, je vais vous attaquer ». Il l'a fait, puis je veux dire, il n'y avait pas un groupe de pied-de-céleri qui le poursuivait là, pour revenir sur lui, dont un certain Wout van Aert. Il y avait Marc Hirschi, il y avait Kwiatkowski, Fogelsang, Roglic. C'est des gros canons. Magnifique champion qui fait oublier certains des champions des années passées qu'on souhaitait moins voir là. Alaphilippe, ça va être bref, on va le voir dans quelques jours à Liège, Bastogne-Liège, revenir courir. À ta question, David, je pense pas qu'il se préserve dans une certaine mesure pendant un grand tour quand l'objectif qui s'en vient, c'est les championnats du monde. Mais il avait pas l'air d'un gars en vacances. Pas tant, non. Pas tellement. Peut-être un peu plus que sur le tour précédent, là, où il y avait le jaune, puis il a voulu le conserver le plus longtemps possible. Ouais. Puis là, il sentait qu'il avait ses chances aussi jusqu'à temps qu'il arrive dans les Alpes. Là, je parle de 2019. Là. Et là, cette année, là, rapidement, là, il s'est rendu compte qu'il n'allait pas là, remporter ce tour-là, évidemment. Là. Donc, dans ce temps-là, on court sûrement différemment. Mais effectivement, il n'y avait pas l'air là, d'attendre qu'on vienne y porter son café avec la voiture d'équipe. Là. Pour parler d'un autre petit moment là, qui est intéressant dans les championnats du monde, j'aimerais ça vous entendre sur l'effort de Pogačar là, à 40 ou à 35 km de la ligne. Il faisait ça pour sa gloire personnelle ou il faisait ça pour être une espèce de rampe de lancement pour éventuellement Primož, s'il avait eu les jambes pour lui envoyer une petite tape dans le dos ou pas nécessairement pour s'excuser de lui avoir ravi le Tour de France. C'est une bonne théorie, ça, j'avais pas pensé à ça. Ouais. Honnêtement, je sais pas. J'ai eu franchement l'impression qu'il s'essayait pour vrai, là, mais c'était loin. Là, donc, un peu loin. Hein? Ouais, c'est ça. C'était loin, mais bon, je sais pas. Moi, j'y ai cru pas une seule seconde. Là, c'était parce que c'était trop loin. Parce qu'il y avait beaucoup de plats et qu'il a beau être quand même fort, puis il a montré qu'il était capable d'avoir un bon sprint, des choses comme ça, mais de s'installer en TT pendant aussi longtemps que ça, c'était pas évident. Bon, ça aurait pu être pour revenir puis aider Roglic, mais on a vu qu'il était complètement sauté quand le groupe est revenu sur lui. Là, il s'est fait éjecter par l'arrière. Là. En fait, d'après moi, c'est les deux. C'est comme sur une étape semblable dans un grand tour ou dans une classique ou un monument. T'attaques en souhaitant que les jambes suivent, en souhaitant amener quelqu'un avec toi qui, dans le pire des cas, va venir se brûler à tes côtés pour finalement mettre le flasheur puis permettre à ton leader ou le membre de ton équipe ou le gars du même pays d'avoir une chance additionnelle à la fin. On le regarde par après puis on réalise que Pogačar avait pas les jambes pour se rendre, donc on conclut qu'il faisait ça. Mais au moment où ça se passe, moi j'y ai cru pendant un instant en me disant pas il va, le trou se fait, il y a de la clarté entre lui et le groupe, peut-être qu'il peut se rendre. Fait que je suis persuadé qu'il y a des gens des coureurs dans le petit groupe, la petite sélection qui était là, qui se sont dit la même chose. Est-ce qu'on fait encore la même niaiserie de laisser Pogačar partir? Ouais. Bref, là, tout le monde semble avoir été intelligent dans ses choix. Puis de toute façon, on a vu en bout de ligne que Roglic n'avait pas les HP pour se rendre au bout. Là. Il n'a pas été capable d'aider Van Aert autant qu'on
qu'on soupçonne qu'il avait envie de le faire justement pour lui gratter le dos suite au Tour de France. Ouais, les médias belges qui sont un peu fous de vélo avec ce que ça comprend là, comme maladie mentale, comme conséquence, c'est on reprochait d'ailleurs à Primož Roglič de ne pas avoir chassé Pogačar pour pouvoir aider Van Aert là, à revenir avec lui. Il y a cette espèce de... C'est un peu compliqué, les mondiaux. Hein, donc, ça se joue par pays. On est habitué d'être par équipe. Là, on va courir contre des gens avec lesquels on travaille d'habitude, avec lesquels on est sous contrat aussi pour gagner notre vie. Là, c'est comme un truc en parallèle où on devient des adversaires le temps d'une course. Donc, puis c'est pas comme le match des étoiles, là, où le match des étoiles, c'est un peu comme les je sais pas, là, les Ice Capades, là, pour les. On vient, on fait un spectacle, puis c'est bien le fun, là, mais là, il y a quand même énormément de gloire, d'honneur. On porte le maillot arc-en-ciel toute l'année. C'est gros aussi, tu veux le gagner. Mais c'est ça, en Belgique, il y a eu plein là, de sorties en tout genre là, par rapport à ça. Là, c'est assez. Il y a des coureurs qui refusent de faire des mondiaux pour pas être obligés de courir contre leur coéquipier le reste de l'année aussi. Ça arrive. Là. Surtout des équipes belges, justement, où ce genre de choses se produisent. Chaque pays a ses maladies mentales par rapport à certains sports. Oui, ici, oui, on en a une aussi. Là, ça s'appelle Canadien. Oui, ici. On parle des Canadiens en plein mois de juillet. Là, c'est pas loin de ça. C'est pas pire ça, effectivement. Cette semaine, on termine avec... C'est tout pour les mondiaux, puis on revient sur cette semaine, il y avait la Flèche wallonne. Donc, on est en pleine saison des classiques printanières au mois d'octobre. Complètement chamboulé dans l'ordre habituel. Là, on est mêlés. On est mêlés, là, mais bon, on est en pleine période des classiques printanières. Là, on est dans les Ardennaises qui sont avant les classiques belges, etc. Là, on est vraiment mêlés. Et donc, la Flèche, cette semaine, qui est une course là, d'attrition jusqu'à une bosse à la fin. Là, c'est un peu comme ça. Là, bon, bosse qu'on fait plusieurs fois pendant la course, là, mais ça reste que ça se joue là, dans ce mur-là, où là, ceux à qui il reste des jambes attaquent. La course chez les femmes, je la cherchais parce qu'on disait son nom, puis je cherchais son maillot orange, puis bien, c'était Anna van der Breggen qui était à l'avant avec son maillot arc-en-ciel. Chose pas négligeable, hein? Ceux qui vont avoir le maillot arc-en-ciel cette année vont le porter pour presque toute la saison 2020 et presque toute la saison 2021. On va faire 2 fois les classiques, en fait, avec le maillot. Là. Exact. Et donc, cette course-là remportée chez les femmes par justement Van der Breggen, avec quand même là ça s'est pas gagné si facilement que ça. J'ai tout le temps de la difficulté à me souvenir de son nom. Cécile, chez la FDJ. Uttrup Ludwig. Uttrup Ludwig, merci beaucoup, qui était tout juste derrière elle. Donc, qui avait rechargé son groupe des I2 entre les championnats du monde et la Flèche. Ah oui, d'après moi, oui. Oui. Alors, pour la petite histoire et ceux qui ne comprendraient pas l'allusion, Emmanuel, il nous trouvait bien chien qu'on ait juste ri de SRAM l'autre fois avec Bauke Mollema là, qui en avait contre son système SRAM électronique qui lui avait fait faux bon. On avait passé l'extrait ici. Et malheureusement, Cécile Uttrup, comment non? Ludwig. Merci, je vais finir par m'en rappeler. C'est comme les frères Yates, là, j'ai comme une bulle au cerveau avec ça. Donc, elle a manqué de batterie, donc sa pile est tombée à plat pendant les championnats du monde. C'est ce qui lui a ravi ses chances de pouvoir concourir, en tout cas, de pouvoir prétendre à la victoire sur cette course-là. Et donc, cette fois-ci, elle avait une pile bien chargée, effectivement, pour cette course-là. Elle fait très, très bien. Hein? On l'a vu aussi au Giro Rossa, là, très souvent à l'avant. Là, une très belle saison. Son passage à la FDJ chez les femmes semble très bien lui faire. Et donc, c'est Van der Breggen qui a gagné ça. Chez les hommes, Qui a gagné ça, donc, chez les hommes? J'ai comme un blanc. C'est l'intouchable. Ben oui. Ben oui, exactement. Marc Hirschi, qui a gagné ça avec Mike Woods, hein, qui est arrivé 3e. Mike Woods qui a lancé les hostilités pas mal dans cette bosse-là. Et puis, on a vu ça, mais c'est quand même un final drôle parce que c'est un peu un final au ralenti, cette course-là. Puis à chaque fois je la vois, je vois cette arrivée-là qui est tellement abrupte que tout le monde est à l'arraché, puis tout le monde pédale à peu près à 35 tours par minute, là,
Donc, Marc Hirschi. C'est comme le plus long dernier 500 mètres de course qu'on peut pas imaginer quasiment. Là, c'est comme un sprint en slow motion. Exact. Ils ont l'air au tu vois le 500 mètres, tu es en bas de la bosse, tu dis, bon, ben, ça va être fini dans 30 secondes. Ben non, ça prend 2 minutes, 3 minutes avant qu'il arrive en haut. Donc, c'est ça. Mike Woods, super performance de Mike, qui est vraiment là, une saison extraordinaire, inespérée compte tenu de sa chute puis de son fémur fracturé sur Paris-Nice. Sinon, qu'est-ce que vous avez à dire sur cette flèche wallonne, messieurs? Quelque chose à ajouter là-dessus? Ouais, vas-y, Manu. Je voulais juste souligner la 5e place de Dan Martin là, qui semble revenir d'entre les morts avec ce résultat-là. Qui a connu un tour assez désastreux. Oui, c'est ça. Son tour était assez désastreux. Moi, je vais souligner Barguil, 4e, que j'attendais pas là. Cosnefroy, 2e, qui confirme qu'il est dans une forme superbe. Mais mon grand constat de la Flèche wallonne, c'est que c'est une course que j'ai toujours regardée avec intérêt parce que c'est une classique printanière. Dieu que j'ai trouvé ça ennuyant comme course. Vraiment, là, j'ai l'impression d'une course qui se finit au sprint, une étape de transition au Tour de France où on regarde les 5 dernières minutes puis tout est rappé. Là. C'est malheureux à dire parce que le reste de la course, il y a une échappée qu'on sait qui va être reprise, il va y avoir de l'attrition qui correspond peut-être à une bordure dans une étape de plaine. Mais c'est à la toute fin que ça se passe. C'est vrai que j'étais sur le bout de mon siège quand j'ai vu Woods tout à l'avant, là, à 200 mètres de l'arrivée, et qu'à 100 mètres de l'arrivée, je criais « Vas-y, vas-y ». Mais sinon, pour le reste, pour les 6 heures qui ont précédé, pendant lesquelles j'étais pas devant mon écran, bien heureusement, c'est plutôt ennuyant comme course, malheureusement. J'ai envie de dire que on va avoir Liège-Bastogne-Liège en fin de semaine. Quand c'était l'arrivée en côte à Liège-Bastogne-Liège, c'était un peu comme ça aussi. Là. Il y avait une sélection qui se faisait dans les côtes précédentes, puis là, vous arriviez au final, puis là, c'était le puncher là, à qui il restait le plus de jambes là, qui allait réussir à remporter cette course-là. Donc, c'est pas comme les Flandriennes là, où il se passe des trucs spectaculaires parce que les routes deviennent très, très étroites et très accidentées, parce que les possibilités de chute, de problèmes techniques sont démultipliées par le terrain. Là, c'est plus des courses d'usure souvent de ce côté-là. C'est pas Bétiol qui part à 20 km de l'arrivée. C'est plate, là, mais ça se passe dans le dernier. Pour l'intérêt de rediffusion, là, c'est dans le dernier 800 mètres. Mais bon. La course des femmes avait l'air plus intéressante que celle des hommes, honnêtement, là, parce que je n'ai regardé ni l'une ni l'autre au complet, là, faute de temps, parce que comme la plupart de nos auditeurs, j'ai une affaire qui s'appelle une vie, là, puis ça m'empêche de regarder. Pas moi, c'est que je l'ai regardé au complet. Mais tu sais, en sortant du tour, d'habitude, on a comme un break, là, puis là, il n'y en a pas, là, fait que en fait, je suis pas tant d'accord avec toi. Tu sais, Van der Breggen, ça fait 6 fois consécutives qu'elle remporte la flèche. Quand Valverde a gagné 4 fois consécutives, on s'assoyait, les pieds sur le pouf en se disant Valverde va gagner ça jusqu'à ce qu'il ait 102 ans. Là, Van der Breggen fait très exactement ça du côté des femmes. Regarde, elle est bonne, elle est forte, elle performe sur ce terrain-là, go. Mais je suis d'accord avec toi que la conclusion est la même que d'habitude, mais sauf que ce qui s'est passé avant, il semblait y avoir plus de mouvements dans le peloton, plus d'attaques, etc. Donc, ça avait l'air un peu plus intéressant de ce côté-là. Donc, le reste de la course. Mais là, je me fie sur... étant donné que je me fie sur un condensé que j'ai vu là, qui dure finalement 6 minutes, je vais m'en tenir là pour mon commentaire parce que je parle un peu à travers mon chapeau. Ce ne sera pas la première fois que ça arrive. Il y a quand même une autre chose à souligner, c'est la très belle performance d'Hugo Hull, encore une fois, là, en 20e place là, sur cette course-là. Ouais, dans la forme de sa vie, Hugo Hull là, sort d'un tour magnifique pour lui. Donc, vraiment, là, heureusement, il ne fait pas le Giro. Là, ils vont le laisser se reposer. Là. Mais il sort d'un tour magnifique, fait une très, très belle saison. Donc,
En tout cas, je sais pas quand est-ce qu'il re-signe son contrat, Hugo Hull, là, mais d'après moi, il risque de réussir à faire augmenter d'une manière assez substantielle son salaire s'il continue comme ça. On lui souhaite. Puis... Ben oui. Il va être à Liège-Bastogne. Et ce nom-là, hein? LBL. La doyenne. Ouais. Hugo Hull va être là. Est-ce qu'on peut voir un top 10 de sa part? C'est pas complètement impossible, dans le sens où s'il est capable d'arriver 20e à une course comme la Flèche, je sais pas qui ils ont mis à l'avant, par exemple, chez Astana là, pour ça, parce que le gagnant de l'année dernière, c'est Jacob Fuglsang, mais Fuglsang est sur le Giro. Donc c'est Izaguirre. C'est Izaguirre qui est le leader chez Astana. L'avant-dernière bosse sur la doyenne. Merci, messieurs. La Roche au Faucon, je pense, l'année dernière. Oui, c'est ça exactement. Il ne se trouve pas exactement au final. S'il se fait un peu décrocher là, ce qui est de moins en moins le cas, mais mettons qu'il se fait décrocher dans sa dernière bosse, il y a du temps pour revenir, il y a une bonne vitesse de pointe. Pourquoi pas? Oui, puis après ça finit, c'est une descente puis du plat pour finir. Donc, ça ne sera pas un problème pour lui. Puis même s'il se laissait un peu distancé, il pourrait revenir sur la descente sur le plat puis faire une performance tout à fait correcte. On aurait eu l'air chauvin de dire ça il y a quelques années là, en se faisant des accraires, comme dirait l'autre, mais là, non, il est très fort, Hugo. Il peut faire des très, très belles choses. Puis on espère d'ailleurs que l'équipe, à un moment donné, va lui dire OK, merci beaucoup, man. Vas-y donc voir si tu es capable sur une course. Ça serait une étape, ça serait le fun de le voir traverser la ligne le premier à un moment donné. On a parlé de la doyenne déjà, c'est fait, donc ça va avoir lieu en fin de semaine, ça, mais il y a un autre truc qui commence en fin de semaine et c'est le Giro d'Italia, donc presque sur les talons là, du Tour de France, le Giro d'Italie, ce grand tour qui, de 21 étapes, lui aussi comme les autres, qui était censé partir en Hongrie, qui finalement, évidemment, pour cause de Corona, part finalement le Grande Partenza, va avoir lieu en Sicile, 4 étapes siciliennes, donc, plutôt que d'être en Hongrie. Un grand tour assez old school, hein, le Giro, là, pendant que la Vuelta et le Tour de France s'essaient à toutes sortes de choses plus ou moins expérimentales. Le Giro, lui, a comme position, comme posture, on pourrait dire même, là, que de dire... Nous, on fait ça comme dans le bon vieux temps. Et donc, on a des étapes là, de plat, pas mal de sprints. On a 3 contre-la-montre individuels, pas de contre-la-montre par équipe. Ça, Ineos aurait aimé ça, un beau contre-la-montre par équipe. Ça les aurait très, très bien servi. Et donc, et beaucoup d'étapes de montagne. Donc, on remonte de la Sicile, si on peut dire, vers les Alpes pour la dernière semaine avant de terminer à Milan, comme d'habitude. Seulement 5 des 10 meilleurs de l'année dernière sont là cette année. Donc, il y en a beaucoup qui sont... soit on fait le tour, hein, quand on pense à des gens comme, Roglic, par exemple, qui était sur le Giro l'année dernière, par exemple, mais plusieurs autres comme ça ont décidé ça. Ce qui fait qu'on a donc une dernière grosse semaine dans les Dolomites avec plusieurs personnes qu'on regarde. Je ne sais pas trop... qui vous voyez dans votre soupe pour ça. Là, j'ai des noms comme ça que je peux lancer, là, dont Geraint Thomas, Kruijswijk, Simon Yates, Vincenzo Nibali. Du côté de Astana, on a comme l'hydre à 2 têtes de Miguel Angel Lopez et Fuglsang. Rafael Majka, qui a terminé 4 fois dans le top 10 du Giro, puis qui connaît une belle saison. Wilco Kelderman, Pozzo Vivo, Menkes, Ben O'Connor. J'ai lancé plein de noms comme ça. Qui gagne ça? C'est embêtant. 4 des 5 derniers vainqueurs ne sont même pas présents sur la course. Pour moi, les 2 favoris logiques sont Nibali et Thomas. Mm-hmm. C'est surtout à cause de la façon dont la course est faite, c'est-à-dire contre la montre individuelle dès le départ, sur lequel on pense que Thomas va bien faire. Puis dès la 3e étape, bang, l'Etna. On est déjà dans des trucs qui grimpent solidement. C'est sûr que ça peut aller dans toutes sortes de directions. Mais bon, j'ai appris à être prudent à parier contre Ineos Grenadier, mis à part le Tour de France cette année, là, mais
je sais pas, à la fois, tu sais, le start list est un peu curieux, que le leader soit chez Jumbo-Visma, Kruijswijk, qui pour moi est un peu de deuxième catégorie. Là. Je suis un peu... je vais un peu fort en disant ça, là, mais... Une très belle deuxième catégorie, mettons. Là. Oui, tout à fait. Mais il y a beaucoup d'absents. Il y a un compte à régler avec le Giro, Kruijswijk, là, mais peut-être qu'il va venir le régler aussi. Ça serait intéressant. Mais il y a aussi une épaule cassée, donc... sauf que son compte à régler avec le Giro, sauf erreur, c'était en 2016, 17. Ouais, 16, je pense. Ça commence à faire une couple d'années, puis je suis pas certain que Kruijswijk est devenu même si on est devenu habile à dire son nom, là, je suis pas sûr que lui soit devenu plus fort qu'il l'était à cette époque-là. Je pensais que tu allais dire plus habile à descendre, mais là, il n'y a pas de bande de neige pour amortir sa chute cette fois-ci s'il passe tout droit. Ben, si on regarde les images, il va peut-être en avoir des bandes de neige pour amortir une éventuelle chute. De la neige dans le Stelvio, comme au printemps, ça serait quand même spectaculaire. Exact. Donc, Thomas est là. Moi, je le vois bien, Thomas, personnellement. Sinon, bon, Nibali, est-ce qu'on y croit encore, Nibali, qui gagne un grand tour? Il a gagné 2 fois le Giro, 2013, 2016. S'il y a une année où il peut le gagner encore, c'est là. C'est maintenant que ça se passe. Oui, moi, je le mets là. Il est quand même bien entouré. C'est un fin renard. Peut-être qu'il n'est plus au fait de sa carrière, mais il est encore très dominant. Il faudra voir dans les contre-la-montre ce qu'il fait, mais on est obligé de compter sur lui. Puis de voir son niveau de forme, en fait, là, ça, c'est le grand inconnu de tous les coureurs cette année avec la situation qu'on connaît. Emmanuel, tu vas-tu nous dire que tu penses que Fuglsang va gagner ça? Non, je ne vous dirais pas ça. Moi, je pense que Geraint Thomas a des très bonnes chances. Puis j'abonde aussi là, dans le sens de Charles là, pour Vincenzo Nibali parce que c'est un coureur que j'aime beaucoup, qui est souvent spectaculaire aussi, fin renard, comme Charles l'a dit. S'il y a une manière de gagner cette course-là, il va certainement la trouver. Je pense que ça va se jouer probablement de ces deux-là. Simon Yates a quand même un bon compte à régler lui aussi avec le Giro. On se souvient en 2018, il a craqué l'année où Froome a remporté ça de manière assez spectaculaire, puis on s'est rendu compte que Froome pouvait être intéressant. Je suis pas fin, là, c'est pas vrai, c'est pas la seule fois que Froome a fait des choses spectaculaires, là, mais à ce moment-là, dans la fameuse étape du Finestre, là, où il fait 80 km en solo, là, pendant que ce fameux Simon Yates, lui, était bien loin derrière en mode survie. Mais Simon Yates, c'est sur 3 semaines, il sort gagnant de Tirreno Adriatico tout récemment. Il a l'air dans une forme superbe, mais est-ce qu'il peut tenir le coup sur 3 semaines? C'est encore ça la question. Et c'est un contre-la-montreur correct, mais pas spectaculaire. Et bien entouré aussi. Oui. C'est sûr qu'il faut le mettre, tu fais bien de le rappeler, là, mais il faut le mettre certainement avec Nibali, mais aussi avec Thomas. Bon, ça va être quand même... Moi, je pense que ça va être un bon Giro, honnêtement. Là, surtout la dernière semaine. Là, vous avez là, les étapes là, 17, 18, 20 là, qui vont être particulièrement intéressantes. La 18e, là, c'est 18 et 20, là, c'est 4 méga grimpes, là, ces 2 étapes-là. Donc, la 18e, c'est 4 grosses montées, incluant le Stelvio. Puis la 20e, ça finit à Sestrière, donc pour la 4e et dernière méga grimpe du jour. Ça va être assez spectaculaire, je pense. Là, on va avoir un bon show. Puis les sprinteurs qui n'avaient pas grand-chose à se mettre sous la dent au Tour de France cette année risquent d'en avoir quand même un peu plus pour cette épreuve-ci. Donc le Giro, on a sélectionné là, les étapes 4, 7, 11 et 19 là, qui sont presque sûres de se finir au sprint, là, assez flat. Mais il y en a 3 autres là, où il y a quelques montées, mais qui peuvent sourire à des sprinteurs là, capables de faire... un peu de grimpette, là, la 6e, 8e et 10e. Là, donc, ça fait quand même là, sur 21 étapes, là, ça fait quand même pas mal d'étapes qui peuvent être remportées au sprint. Parmi les sprinteurs là, qui vont être là, qu'on surveille, Arnaud Démare, Fernando Gaviria,
Peter Sagan, son premier Giro à vie, et là, il n'a pas gagné une seule course cette année encore. Peter Sagan n'a pas gagné le maillot vert. Peut-être qu'il va vouloir aller chercher les points justement sur ce Giro-là, faute de l'avoir eu autour. Elia Viviani, dont le transfert chez Cofidis n'est pas très heureux pour lui non plus. Puis un certain Michael Matthews aussi, là, qui est là, qui pourrait venir surtout justement remporter ces épreuves-là qui demandent de grimper un peu. Il est fort, Matthews. Encore aux mondiaux, on l'a vu, il tient le coup longtemps. Là. Mais qui on surveille là-dedans, messieurs, dans ces sprinteurs-là, là, selon vous, là, ceux qui ont le plus de chances de se démarquer? Tu as fait un bon tour d'horizon en pointant qui a des chances et peut-être le plus de motivation de l'emporter. Pour moi, Denmark, j'ai hâte de voir Gaviria va être dans quel état d'esprit ou d'état de forme. Sagan, évidemment. J'ai hâte de voir De Koninck Quick-Step qui a toujours 3 lapins dans son chapeau. Comment ils vont se débrouiller. Ils vont vouloir aller chercher un maillot ou des victoires d'étape. Est-ce qu'on les revoit sur des sprints? Est-ce qu'ils vont rejouer le tour à Sagan cette année au Giro qui ont joué au tour? Ils ont une drôle d'équipe quand même. Je regardais ça, Quick-Step. Almeida, Ballerini, Odeg, Honoré, Kais, Knox, Masnada, puis Peter Seri. Oui, ça tire dans toutes les directions. Des grimpeurs, des sprinteurs. Avec Odeg qui sera peut-être le plus gros client pour le sprint. Mais oui, sauf que c'est ça, c'est un peu devenu la marque de commerce de Koninck Quick-Step, c'est d'être prêt à performer, peu importe le terrain, peu importe les conditions. Puis ça a l'air d'une équipe soudée. C'est sûr que là, on a moins de grandes vedettes parce que les autres coureurs seront ailleurs, mais oui, je vais garder un œil sur eux. Oui, surtout, mettons, là, pour des étapes de baroudeurs, puis parlant de baroudeurs, on va garder un œil aussi sur Thomas de Gendt, qui n'a plus besoin de ramener Caleb Ewan sur ses épaules, pour finir les étapes de montagne. Donc, là, il devrait avoir le champ libre là, pour partir seul dans certaines des étapes du Giro et essayer de s'en sortir justement avec une victoire à l'arraché comme il aime bien faire, qui est de plus en plus difficile pour lui à faire parce que personne ne veut jamais le laisser partir là, quand il s'essaye. Là, donc, ça demande... C'est le bout de la course qu'on ne voit jamais non plus. Là. C'est le début où là, ça essaie de partir. Puis à un moment donné, De Gendt essaie un peu n'importe quand, ceci dit. Manuel, moi, je vois Demar là, comme étant là, peut-être là, celui qui a le plus de force au pur sprint, qui a le plus de chances de l'emporter, qui semble avoir la pêche, comme disent nos cousins. Manuel, comment tu vois ça, toi, du côté des sprints? Penses-tu que Sagan va gagner une course? Je souhaite à Sagan de gagner une course. Viviani a besoin de s'imposer aussi là, parce que ça va pas très, très bien son année. Demar est probablement le sprinteur pur le plus puissant du lot. Alors voilà, d'après moi, ça va ressembler à ça. Je remarque là, chez les Startup Nation la présence d'Alexander Cataford, le Canadien. Est-ce que c'est son premier grand tour, les gars? On sait goût de dire oui, mais... Ouais, moi aussi, j'ai le goût de te dire oui. On va suivre ça du coin de l'œil. Ouais. Pro Cycling Stats à la rescousse. Pro Cycling Stats. J'essaie de trouver la réponse depuis tantôt, puis je la trouve pas. Là, fait que peut-être dans un prochain épisode. 0 grand tour. C'est donc son premier grand tour. Bon, bravo. Voilà. Merci Pro Cycling Stats encore une fois. Faites comme moi et payez pour l'application sur votre téléphone. Ça vaut la peine. Pay for what you love. On en profite pour vous dire que si vous écoutez Radio Bidon et que vous aimez ça, vous pouvez venir sur notre page SoundCloud. On accepte les dons avec grand plaisir. Vous appuyez sur le petit bouton bleu. Vous donnez ce que vous voulez. Ça peut être 5, 10, 15, 20, 50 piastres si ça vous tente. Et comme disait François Pérusse dans son sketch sur la radio communautaire, ça nous permet d'acheter du duct tape pour réparer la console. Sinon, il y a d'autres personnages qu'on va surveiller rapidement. J'ai parlé tantôt de Thomas de Gendt.
On a évoqué un peu plus tôt les Rowan Dennis, Filippo Ganna là, chez Ineos là, pour les contre-la-montre individuels qui pourraient remporter ça. Un certain Giulio Ciccone chez Trek qui a gagné l'année dernière les points pour la grimpe, le KOM, donc en 2019, et une étape. Il va courir avec Nibali, mais l'année dernière, il le faisait pour Mollema aussi, et puis ça ne l'a pas empêché de faire une très, très belle course. Il est chez lui en bonne forme. Ilnur Zakarin aussi, qui s'est cassé une côte sur le Tour, si je me souviens bien. Le mec avait gagné une étape en 2019, puis j'ai parlé de Thomas de Gendt, mais ce qu'on va surveiller, puis on va terminer l'émission avec ça, c'est une équipe qui, normalement, est en rose, mais tu sais, c'est difficile d'arriver au Giro habillé en rose. Ça paraît mal un peu quand même. Et donc, ils ont décidé de changer leur maillot dans une collaboration avec la compagnie de skateboard et de vêtements de skate Palace. Et c'est les EF Education, donc qui, avec Rafa, qui est leur fabricant de vêtements, a un nouveau maillot qui suscite, on peut dire, des réactions vives, on va dire ça comme ça. Si vous n'êtes pas abonné au compte Instagram, le Monopole du bon goût, où on recense le meilleur du pire en matière de vêtements cyclistes, il se retrouvait sur ce compte du Monopole du bon goût récemment. Donc, il y en a qui trouvent ça dégueulasse, il y en a qui trouvent ça extraordinaire. Messieurs, je pense moi, j'ai comme l'impression que Charles va me dire qu'il trouve ça dégueulasse, puis Emmanuel extraordinaire, ou est-ce que j'ai raison? T'as raison dans mon cas, mais je le trouve épouvantable. Mais tant qu'à être rendu là, il aurait dû faire le bib de la même couleur. Faire un suit, une pièce, coup de poing dans un pâté chinois. Genre Cipollini en mode fauve, là. Mais ouais, le seul côté positif que je vois à ce genre de kit-là, c'est que à un moment donné, tous les kits se déplacent. Il y a des modes générales où là, on est en train de se déplacer dans c'est le concours du kit avec le plus mauvais goût possible. Ça fait qu'il y aura, on arrive au bout du pendule d'un côté, ça fait qu'il y aura forcément un recentrage pour revenir vers quelque chose. Okay. Un color block, 2 couleurs, quelque chose de facile. Là. Si vous ne l'avez pas vu, là, puis que vous écoutez ça en ce moment, puis que vous êtes dans votre auto, puis vous dites, hey, c'est-tu si pire que ça? Je vais essayer de vous faire une description, là, puis ça va être difficile. Parce que je suis pas certain de ce que c'est censé être. OK? On va dire que le fond, on dirait une espèce de gros filet là, que vous avez sur les espèces de clôtures de chantier, le filet jaune-orange avec des ronds, là, sur lequel on aurait poussé là, comme pour donner de la texture puis de la profondeur. Au centre, vous avez un canard, là, un peu à la Donald Duck, qui est le canard de Palace. Le Palace est une compagnie qui fait des skateboards, du linge de skate, comme je disais. Et leur mascotte, leur logo, c'est un espèce de canard avec une calotte de cartoon, si on veut, qui tient le logo Palace entre ses mains et qui est debout sur le signe de EF Education. Il y a d'autres sortes de bonhommes. Là. Il y a une espèce de face de barbu sur le bras gauche qui a l'air de sentir le dessous de bras du coureur, la façon dont c'est positionné. Puis, il y a une autre face de madame sur le bras droit. C'est une solide pizza. Puis vous avez le logo là, de Palace sur la poitrine à gauche là, qui est une espèce de c'est une formule triangulaire. Là, c'est le triangle impossible, paraît-il, qu'on appelle en géométrie. Je connais fuck all là-dedans, donc je vais m'en tenir à ce bout-là du commentaire. Mais il y a des gens qui adorent ça. Il y a du monde qui capote là-dessus. Tantôt, Emmanuel, je me disais que peut-être que toi, t'aimais ça. Est-ce que c'est le cas? Contrairement à Charles, tu trouves ça pas pire? En termes de design, je trouve pas ça extraordinaire, c'est sûr. Là, c'est perturbateur, là, ça, c'est sûr. C'est le moins qu'on puisse dire. Par contre, pour avoir lu, puis là, c'est le gars de marketing là, qui parle, puis pour avoir lu l'argumentaire de la marque là, pour lancer ce produit-là, je peux pas faire autrement que de saluer l'audace puis de dire que c'est pas en gardant nos œillères qu'on ouvre des nouveaux marchés dans la vie. Alors, eux autres, ils sont dans la business de vendre de la visibilité, de vendre des commanditaires, de faire parler. À ce niveau-là, on peut dire que c'est parfaitement réussi. Et d'associer une marque
où une tradition de mode ou d'esthétisme comme le cyclisme a une marque de skateboard où ça va dans tous les sens. C'est souvent jeune, éclaté, très, très fort visuellement, graphiquement, etc. Je peux pas faire autrement que de saluer l'audace puis saluer le bon coup là, en termes de marketing. Est-ce que je porterais ce maillot-là? Jamais dans 100 ans. Mais du point de vue d'une équipe qui, on soupçonne qu'il en arrache financièrement, c'est probablement la seule chose à faire pour eux dans le sens où ils se doivent de faire parler d'eux, de mettre la marque à l'avant-plan et d'essayer d'attirer des regards sur eux. Et à ce niveau-là, c'est parfaitement réussi. Oui, attirer, comme tu dis, aussi une nouvelle clientèle jeune, parce que la marque Palace, oui, c'est une marque de skate, mais c'est une marque qui compte plusieurs collaborations avec différents designers, dont Ralph Lauren, mais ça, c'en est juste un, là, qui a été associé à plein de stars de la pop, de Kanye West à je sais pas qui, en passant par je sais pas qui, mais tu sais, des super vedettes de la pop qui sont associées à cette marque-là aussi. Et donc, que moi, là, je vais être parfaitement franc avec vous, là, je n'avais aucune idée qu'elle existait, mais je pense que c'est un peu ça l'objectif, justement, hein, c'est de réconcilier là, des marchés avec ce sport-là. Puis effectivement, de ce point de vue-là, puis quand on polarise à ce point-là l'opinion, là, c'est pas de la politique, là, c'est pas très grave. Là. Fait que quand on polarise à ce point-là l'opinion publique autour d'un vêtement comme ça, on fait parler de nous. C'est pas comme s'ils faisaient parler avec leur signature de contrat vraiment spectaculaire là, pour les prochaines saisons. IF, ces temps-ci, il y a pas mal plus de monde qui quitte le navire que de monde qui embarque dedans. Donc, effectivement, d'un côté marketing, on va le dire. C'est réussi. D'ailleurs, les vélos aussi sont à l'avenant. Hein? Moins pire quand même là, en termes de pizza, là, de couleur. Là. Mais les casques de TT aussi ont l'air particulièrement audacieux. J'avais réussi à me calmer. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Ça a un look. Vous l'aurez entendu ici en premier, c'est épouvantable. C'est super que ça, tu trouves? Ouais, je sais pas. Ah. Moi, je suis comme partagé dans est-ce que c'est tellement laid que c'est beau? Tu sais, je suis tout le temps, moi, dans ce. Non. Non? OK, c'est non. Non, je peux pas. Non. C'est juste pas beau. C'est juste pas beau. Je comprends tout à fait ton point de vue, Manu, d'un point de vue marketing, puis je suis d'accord avec toi, là, mais d'un point de vue esthétique, c'est non. Ouais, vous regarderez la fourche des vélos Cannondale qui est avec des espèces de carreaux, là, puis tout ça, puis un design, le design Palace aussi, là, le petit canard qui est là aussi. Alors, si vous googlez IF Rafa Palace, vous allez voir ça. Tout plein de photos pour agrémenter votre matin. Et vous joindre au débat avec nous. Stylette ou Stipolette, leur nouveau kit. Hey, messieurs. Hey, David, excuse-moi, je vois que tu es sur le point de clore tout ça. Là. On a commencé en parlant de vélo de montagne. On peut finir en parlant de vélo de montagne. Notre ami Denis Lapierre de chez On The Edge Canada me texte pendant qu'on enregistre. Il dit « Es-tu en train de checker le short track de Novier Mesto? » J'ai dit non, je t'occupe à d'autres choses. Il dit regarde ça. Léon Bouchard est en avant, il mène depuis 2-3 tours. Il n'a pas remporté, il a fini peut-être, là, j'ai pas vu son résultat final, il a fini peut-être autour de la 15e place. Wow. Tout près du groupe de tête. Ça a été remporté par le Brésilien Avancini. Schurter finit 6e. Bref, Léandre Bouchard, qui est reconnu pour sa puissance sur un vélo, là, sur des plus courtes distances, très, très bien fait. On le félicite. Parmi l'élite mondiale. Ouais, chic type en plus, là, bravo. Fait que, voilà. Ben voilà, c'est ce qui conclut l'émission, évidemment. Merci beaucoup à vous, messieurs. Donc, Emmanuel Moisan, Charles Stigui, qui était avec moi, David Desjardins, pour cette émission de Radio Bidon. Merci, messieurs. Merci évidemment à toutes les auditrices, tous les auditeurs de Radio Bidon. Vous le savez, si vous ne le saviez pas déjà, je vous le dis quand même, vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast à peu près qui existent, y compris YouTube, hein, si jamais ça vous a donné mieux de nous écouter là-dessus. Vous pouvez aussi évidemment venir faire un don à Radio Bidon, je vous l'ai dit tantôt, sur la plateforme SoundCloud.
On est sur les réseaux sociaux, principalement sur Twitter pour chiquer la guenille, parler basic avec vous quand on peut, mais le plus souvent, on est là. Donc, et puis évidemment, on vous souhaite de survivre à cette saison de course condensée. On aura d'autres sujets, là, même si on parle beaucoup de courses, on a d'autres sujets à venir au cours des prochaines semaines. On va essayer des nouveaux formats, toutes sortes d'affaires. On réfléchit à cette émission-là et on vous souhaite une très belle fin de semaine si vous nous écoutez en ce vendredi et sinon, bien, à la prochaine. Salutations et remerciements à Gabriel Bourdage pour le montage de l'émission qui est une présentation de Parley et Seven Mesh et une production du studio balado La Flèche.